Historiquement Vôtre revient dans un instant sur Europe 1. On va plonger avec Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'intimité de l'histoire. Enfin, personnellement, je n'ai pas mon maillot. Mais il vous reste plus moins d'une minute pour en trouver un, Stéphane. Dépêchez-vous. Tant pis, je ferai ça. Oh, Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h. Historiquement Vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter elle nous raconte des histoires qu'elle est souvent la seule à connaître. On ne peut pas vérifier. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin méconnu d'un homme qui a un nom de whisky irlandais, Mac Adaras. Oui, non, mais de toute façon, toutes mes Single histoires malt. peuvent toujours être vérifiées, Oui. mauvaise langue. Oui, Mac Adaras. Alors lui, il n'est pas très connu, en effet, et c'était un major irlandais de l'armée des Indes. Mais je ne vous emmène pas aux Indes, parce qu'il a été candidat aux législatives dans les Basses-Alpes, à Effectivement, Sisteron. Donc, c'est vous plus voyez, proche. c'est moins exotique. C'était un sujet de sa très gracieuse majesté britannique, un immense rouquin natif de Rosmenan, en Irlande, militaire de carrière. Et il a commencé par se battre côté anglais. Alors, il s'est battu pendant la guerre de Crimée, il s'est battu en Inde. Et puis, quand il quitte l'armée, comme son sang irlandais est quand même bout en lui, il milite avec les Fenians. Vous savez, les Fenians sont les militants pour l'indépendance irlandaise. Mais il va être aussi, ce monsieur, un héros de la guerre de 70 et propriétaire terrien à Sisteron. Pour comprendre ce qu'il fait là, il faut revenir un peu en arrière. Est-ce que vous savez que pendant la guerre de 70, quand nous sommes battus avec les Prussiens, les Anglais étaient neutres. Et les Anglais étaient trop contents de nous laisser nous entretuer avec les Prussiens. Mais les Irlandais, eux, qui étaient nos amis, se sont mobilisés pour soutenir la France. Manifestations, envoi de matériel, soutien médical ont été organisés en Irlande. Le consul de France à Dublin, le saviez-vous, va recevoir un très grand nombre de dons et il va être assailli de demandes d'enrôlement dans l'armée française. C'est magnifique, non ? Et il y a même de jeunes chirurgiens irlandais qui vont rejoindre les corps médicaux de l'armée française, alors que les Anglais donc nous ont laissé complètement tomber dans cette histoire. Alors comme Mac Adaras déteste cordialement les Anglais, il propose à Napoléon III d'organiser un débarquement à Hambourg de quelques milliers d'Irlandais amoureux de la France. Et il recrée ainsi une brigade irlandaise, comme il en avait existé une jusqu'en 1815. Alors, il y a des Irlandais qui vont débarquer en France par petits contingents. Et Mac Adaras, lui, débarque à Cherbourg avec 300 hommes. Il finance son petit contingent sur ses propres deniers. Vous imaginez ça, vous, mettre vos économies pour aller aider les Anglais ou les Irlandais? Non, les Anglais, faut pas Non, pas les Anglais, faut pas charrier. Mais les Irlandais, les Écossais, bien sûr. Alors, Oui. lui-même combat au sein de ces colonnes mobiles qui harcèlent les régiments de Bismarck. Il se bat sur tous les fronts. Il tue plusieurs chevaux sous lui, ce qui est un indicateur extrêmement probant d'héroïsme. Et il a le genou broyé par une balle. Donc, il a vraiment donné de sa personne pour la France. Du coup, quand la paix est faite, non seulement il est au Havre à ce moment-là, non seulement il est fait général, mais il est naturalisé français sur le champ de bataille. Il n'avait pas volé. Le voilà. Enfin, il a plus de genoux quand même. Il n'a plus de genoux, mais enfin, le voilà installé en France et il décide de se présenter aux législatives dans les Basses-Alpes où il va mener une campagne électorale à l'irlandaise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'irlandaise, à votre avis ? Ça vous plairait ? Irlandaise. Pourquoi ça me plairait ? C'est Au parce que- whisky. Exactement. C'est la campagne électorale bien arrosée. Il fait copieusement servir à boire à ses futurs électeurs. Et alors, comme il ne Bonne parle pas stratégie. bien le français, il fait campagne avec un traducteur, forcément. Et du coup, ses adversaires politiques cherchent à le ridiculiser parce que c'est vrai qu'il a un très fort accent. Alors, on fait circuler une sorte de petit vaudeville où il est le personnage principal et dans lequel il s'exprime comme ça. En 1870, je suis venu offrir les pays de moi à la France. Et cependant, à cette époque-là, j'avais une position sociale. Moi, cherche honneur, représentez-vous. Si moi, nommé député, demandera dégrevation de tous les impôts. C'était quand même pas à ce point. Lui, au contraire, a déclaré « J'aurais avant tout une préoccupation qui a été celle de toute ma vie, c'est de songer à ma chère patrie d'adoption et de prédilection pour laquelle je suis heureux d'avoir servi en des temps difficiles. » Et d'ailleurs, il est élu du premier coup, Mac Adaras. Et voilà comment, par un extraordinaire clin d'œil du destin, un major irlandais de l'armée des Indes devint député des Basses-Alpes. Mais alors le problème, c'est que
il va s'avérer un parlementaire assez peu assidu. Ah. Bon, il ne va pas beaucoup dans l'hémicycle parce de toute façon, il ne parle pas assez bien français pour y faire de grands discours. Il ne comprend pas forcément tout. Et ce qui va se passer, c'est qu'aux élections de 1893, au cours d'une réunion électorale, dans la salle, quelqu'un se lève et s'exclame « Nous ne voterons jamais pour un Anglais !» Anglais ? Oh là Anglais, là. lui ? L'Irlandais devenu français Ouais. par le sang versé, piqué au vif. Il sort un revolver et Non. il s'élance dans la Mais non. salle à l'assaut de celui qui vient de l'insulter. Ses amis sont obligés de le retenir, tout le monde se précipite sur lui. Aucun coup de feu ne part, mais enfin l'élection est perdue. Et parce que pour tous, désormais, il demeurera l'homme au revolver dans les meetings électoraux législatifs, ça la fout mal. Seul son petit canton de Sisteron lui restera fidèle et il en restera conseiller général jusqu'à sa mort le 8 novembre 1917. Alors pour info, 8 novembre 1919, il y avait quand même autrefois, jusqu'à une époque assez récente, à l'Assemblée nationale, il y a une cellule de dégrisement. Alors c'était quand même bien pratique quand on avait des parlementaires de passage un petit peu avinés. Le dernier occupant de la cellule de dégrisement de l'Assemblée nationale fut le comte Léon Armand de Baudry-Dasson, député royaliste de la Vendée. En novembre 1880, il fut amené de force dans la cellule de dégrisement par une vingtaine de soldats sur l'ordre du président de la Chambre. À l'époque, c'était Léon Gambetta, parce qu'il avait insulté le gouvernement Ferry. Et vous savez, il les avait traités de bande de crocheteurs. Vous imaginez comme c'est grave. Autant dire de voleurs ou de cambrioleurs à cause de l'expulsion des congrégations. Bande de crocheteurs. En tout cas, il n'y a plus de cellules de dégrisement à l'Assemblée. Je le tiens du livre de Bruno Fulini, La Chambre ardente. Je me demande ce qu'on fait des députés un petit peu trop avinés. On les emmène dans leur petit bureau, j'imagine maintenant. Non, ils dorment dans l'hémicycle. Voilà, en tout cas, du temps de Macadaras aux législatives, c'était plus sportif. On sortait le revolver. Merci Clémentine. Une belle histoire. Et maintenant, notre cellule de dégrisement à nous, qui vous calme tous les jours, ça s'appelle le quiz. Tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Elle a remporté en 1986 le prix de la meilleure imitation de Julio Iglesias. Je ne serais pas un homme si je n'aimais pas les femmes. C'était en 86, pour le temps. L'eau a coulé sous les ponts. Cela lui sera-t-il d'un quelconque secours dans l'épreuve qui l'attend maintenant? Soyons francs, non. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, première question du quiz, elle est pour vous. De 1934 à 1966 à Hollywood, le sénateur William Hayes a donné son nom au Code Hayes, un texte de bonne conduite que les studios de cinéma devaient s'auto-appliquer, et ce fut le cas. Parmi ces règles, il ne fallait pas qu'un rôle masculin flirte avec un rôle féminin s'ils n'étaient pas de la même race. Vrai ou faux? Je crois que c'est assez plausible, vu les règles de ségrégation qui régnaient à cette époque-là en Amérique. Oui, je crois que c'est vrai. Vous répondez vrai? Vous avez gagné. C'est non seulement plausible, mais c'est vrai. Ainsi, en 1937, pour le film Visage d'Orient, qui se passe en Chine, l'acteur principal est blanc, et pour jouer sa partenaire, une actrice chinoise est écartée au dernier moment au profit d'une blanche qu'on maquillera en asiatique. Comme ça, la morale est sauve. Belle époque. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Septembre 1970 aux États-Unis, c'est la naissance d'une voiture qui connaîtra un véritable succès, la Ford Pinto. Elle avait un défaut, cette voiture. Le chauffage était tout le temps allumé, obligé de rouler vitre ouverte quand c'était l'été. On était obligé de rouler vitre ouverte quand c'était l'été, mais Ford refusa de corriger le défaut pour ne pas rogner sur sa marge. Vrai ou faux? C'est amusant comme histoire. La voiture ou le chauffage ne s'arrête jamais. Vous avez jamais entendu parler de la Ford Pinto? Non, alors je La n'y Punto, mais c'est pas Non, c'est ça. une Fiat. C'est bien avant, ça c'est une Pinto, Fiat. non. Oui. Non, je ne connais pas grand-chose en voiture, j'avoue. vois J'ai ça. entendu cette histoire-là, mais Est-ce que une c'est voiture possible qui... on devait Ça rouler me dit les- vaguement quelque Oui, chose, moi mais alors aussi. est-ce que c'est une Ford américaine, une Pinto? J'en ai aucune idée. Je vais répondre oui, je trouve ça amusant comme histoire. Vous avez perdu. Hélas, la véritable histoire de la Ford Pinto est loin d'être amusante, puisque, j'ai pas besoin de dire ça, je le sais, en fait la Ford Pinto avait un problème qui n'était pas lié au chauffage de la voiture qui fonctionnait tout le temps, mais un problème avec le blocage des portes.
elle se bloquait toute seule et il y avait des incendies qui étaient assez fréquents parce que le réservoir était mal situé et donc on l'a surnommé le barbecue à 4 places. Et en fait, Ford avait complètement conscience du problème, mais ils avaient calculé que rappeler toutes les voitures, ça leur coûterait trop cher, donc ils avaient dealé avec ceux qui avaient été victimes, ils les avaient indemnisés, si vous voulez, tout en continuant à vendre cette Ford Pinto inchangée avec ses problèmes. Ça avait été un vrai scandale. Triste histoire, beaucoup moins rieuse que prévu, avec cette voiture où le chauffage fonctionne tout le temps et on roule comme ça, vitre ouverte en hiver. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Dans quel pays y a-t-il plus de bunkers si on fait un ratio avec la population? La Suisse ou l'Albanie? Attention de ne pas vous tromper, Stéphane. Est-ce que vous êtes déjà allé en Suisse, j'imagine, pour des raisons, évidemment, prendre quelques mallettes, mais en Albanie? Non, alors, contrairement à vous, pas du tout pour des mallettes. J'ai passé beaucoup de vacances en Suisse. J'ai pas vu, j'étais dans les Grisons ou dans l'Oberland bernois. J'ai pas vu beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de bunkers à Gstaad. Non. Beaucoup d'hôtels de qualité. Est-ce que pour vous, une banque est un bunker? Non, elle n'entre pas dans la Pourquoi catégorie. y aurait-il tant de bunkers? Parce que dans ce cas-là, c'est à habitant Vaduz qui a le plus de bunkers. C'est la capitale du Liechtenstein. Non, alors c'est pas ça. C'est un bunker au sens traditionnel du terme. Militaire. Est-ce qu'il y en a plus en Suisse ou en Albanie? On est tenté de répondre l'Albanie, évidemment, parce que sur la côte de la mer Tyrrhénienne, ou je ne sais pas si c'est l'Adriatique. Il y a beaucoup de bunkers par là? Écoutez... Pour éviter quel type de débarquement, de qui, de quoi, de quand? Eh bien, je me souviens, par exemple, quand j'étais la dernière fois que j'étais, la seule fois d'ailleurs où j'étais à Tirana, quand j'étais à Tirana, la reine Sophie me disait... Venez dans mon bunker, elle me disait, Stéphane. quand nous étions petits et que nous étions à Corfou, notre père, le roi Paul, donc, nous disait, faites attention, parce que depuis les bunkers de la côte albanaise, les communistes peuvent nous tirer dessus. Donc ça doit être l'Albanie, vous avez raison. Stéphane, j'ai envie de dire. C'est un souvenir vécu. C'est tellement magnifique comme anecdote. Suivez votre instinct quand même là. Il y a plus de bunkers en Suisse ou en Albanie. Oui, mais je pense qu'il y a un piège. Mais je dirais l'Albanie, mais je pense qu'il y a un piège. Allez, l'Albanie. Vous avez gagné. Je ne tends jamais de piège à ceux que j'aime, Stéphane. Non, il n'y a pas de piège, c'est l'Albanie. En plus, on a eu cette anecdote incroyable. Entre 67 et 85, 750 000 bunkers ont été construits. Il y a eu 750 000 tenez-vous bien, il y a eu jusqu'à un bunker pour 11 habitants. C'est la théorie de la guerre du peuple. Le régime a toujours entretenu un sentiment national d'isolation et d'urgence contre les puissances étrangères voisines avec une militarisation des civils. En 85, les constructions cessent, mais retirer un bunker